Allez, donc ce que je vous propose, vous êtes au niveau praticien, vous avez déjà vu le métamodèle au niveau du technicien. Je vous propose de faire une petite révision sur le métamodèle, puis des exercices pratiques pour que ça s'intègre. Ok, ça marche? Pour bien comprendre l'intérêt du métamodèle et pourquoi on insiste autant dessus, je vais vous présenter 3 schémas importants. Donc c'est de la révision pour vous, hein, donc voilà. Vous savez que le métamodèle, c'est un outil de PNL, programmation neurolinguistique, qui est un outil du langage de précision. Vous vous rappelez? C'est-à-dire que l'être humain, quand on s'exprime, on a finalement notre monde interne, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, nos croyances, nos valeurs, et on va utiliser des mots qui sont des codes, mais on ne va pas décrire tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on voit, etc., le pourquoi, du comment. On va utiliser un mot. On va dire par exemple « je suis triste ». Mais on ne va pas vous dire « je suis triste parce que quand j'étais petite, ma maman me faisait ci, me donnait ça, et du coup maintenant quand je vois ci, quand je vois ça, ça me rend triste ». Vous dites juste « je suis triste ». D'accord? Donc le langage de surface, c'est « je suis triste », et la structure profonde, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est ce qu'on appelle aussi notre réalité subjective. D'accord? Pour parler du métamodèle, je suis bien sûr obligée de revenir sur la notion du modèle du monde, qui est un schéma à ce stade que normalement vous connaissez très bien. Je vous rappelle l'essentiel. Si notre cerveau est un ordinateur, on est d'accord? Votre ordinateur, vous tapez sur votre clavier pour enregistrer des données. Nous, notre cerveau enregistre des données avec le V de visuel, le A de auditif, le K de kinesthésique, le O d'olfactif et le G de gustatif. Notre cerveau traite des informations au niveau conscient, j'ai conscience d'eux, mais il traite encore plus d'informations au niveau inconscient. Vous vous rappelez de ça? Comme notre cerveau ne peut pas tout gérer parce qu'il y a beaucoup trop d'informations, il va faire des opérations, il va ranger tout ça dans des fichiers. Le premier fichier, il va faire des omissions. Des omissions, je donne souvent l'exemple, une femme enceinte, quand elle est enceinte, elle voit des femmes enceintes partout. La veille, il n'y en avait pas moins, il n'y en avait pas plus, simplement elle ne les voyait pas parce que ça n'avait pas d'intérêt. Vous vous rappelez de ça? Même chose pour une nouvelle voiture, etc. Ça veut pas dire que ce n'est pas au niveau inconscient, mais ça veut dire que je ne les voyais pas avant. Donc je fais des omissions, des sélections. Je fais aussi des distorsions. Des distorsions, c'est quand je donne du sens à quelque chose. Cet enfant ne sait pas lire en classe sa poésie, ça veut dire qu'il ne l'a pas apprise. Peut-être, ou alors ça veut dire qu'il est tellement stressé qu'il ne peut pas la lire. Et des généralisations, eh bien, je généralise, tous les hommes sont comme ci, les femmes font comme ça, et je généralise aussi bien sûr mes apprentissages. Heureusement, si je sais conduire une voiture, je peux louer une voiture n'importe où, je sais conduire. Vous êtes OK? Oui. Mais alors qu'est-ce qui fait que mon cerveau va faire une omission, une distorsion, une généralisation? Eh bien en fait, quand j'ai une information, hop, dans mon cerveau, le cerveau va aller chercher ce que j'ai déjà en stock. Et en stock, j'ai mes expériences passées, mon vécu quelque part, et on a tous un vécu différent, mes croyances, ce que je crois de moi, ce que je crois de la vie, ce que je crois de la situation, et mes valeurs, ce qui est important pour moi. Donc en fait, tout ça, ça va faire un espèce de filtre de perception à travers lequel je vais voir la réalité extérieure. D'accord? Et donc, ce que je vous dis souvent, c'est que, en fonction en plus de la réalité extérieure et surtout de mes interprétations, je vais avoir un état interne qui va entraîner un comportement. Vous vous rappelez de ça? Je vous rappelle, ce n'est pas la situation qui provoque mon état interne, c'est mon interprétation, c'est-à-dire les histoires que je me raconte à propos de la situation, bien souvent, qui provoquent mon état interne, mon émotion, et qui entraînent mon comportement. Vous êtes d'accord avec tout ça?
Et du coup, ça me fait, quand vous allez faire le score état présent, état désiré demain, vous allez prendre une situation et vous, votre job de PNListe, ce sera d'écouter la situation, c'est-à-dire ce qui se passe, de demander à la personne qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu te dis, du coup, qu'est-ce que tu ressens, et du coup, qu'est-ce que tu fais? Du fait au comportement, parce que la personne ne va vous livrer bien souvent que sa perception, que ses mots à elle, sans analyser tout ce qu'elle s'est dit, tout ce qu'elle a ressenti, etc. Vous êtes d'accord? Donc, ce schéma, eh bien, ça permet de comprendre que dans la façon de parler des personnes, la personne aussi, parfois, elle va faire des omissions quand elle va vous parler, parfois, elle va faire des distorsions, parfois, elle va faire des généralisations, des interprétations, et vous, en questionnant ces omissions, ces distorsions, ces interprétations, comme on est dans un cercle, dans un schéma, eh bien, vous allez avoir accès à la structure profonde, qui est le pourquoi de son interprétation, qui sont ses expériences passées, ses croyances et ses valeurs. Et ça vous permettra d'avoir une vision plus objective, plus factuelle, plus réaliste de ce que vit la personne. Vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Donc le métamodèle, finalement, si je reprends mon schéma de tout à l'heure, donc ici, c'est ce qu'on appelle le modèle du monde et c'est ce qu'on appelle aussi la réalité subjective. La réalité subjective, c'est ce qui se passe dans mon monde interne. Mes pensées, mes ressentis, mes interprétations, tout ce que je ne dis pas, qui est toujours lié à mon passé. Ok? Donc, finalement, il y a tout un monde interne que je ne livre pas quand je parle, et heureusement. Et il y a ce que j'entends, c'est ce que la personne dit, c'est la structure de surface, les mots. D'accord? Ce qui est intéressant avec le métamodèle, c'est que le métamodèle, les questionnements du métamodèle vont permettre d'aller visiter cette partie de la structure profonde qui est inconsciente. Ça va? Et donc, il y aura deux effets. Un, pour vous, en tant qu'accompagnant, coach, manager, parent, plutôt que vous fier à ça, vous allez avoir une réelle compréhension de la personne. Vous savez aussi qu'un mot ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Donc ça vous permettra de ne pas mettre votre code à vous sur le mot qu'a employé la personne. Quelqu'un vous dit par exemple « je fais un burn-out ». D'accord ? Un mot est un code. Burn-out pour quelqu'un qui a fait un burn-out, c'est « je suis même plus capable de me rappeler mon nom ». Je monte dans ma voiture, je ne sais plus conduire. J'arrive dans le magasin, je ne sais pas ce que je suis venu chercher. Voilà. Et avec des symptômes bien précis. Mais burn-out, c'est un mot qui est très vulgarisé. Pour certaines personnes, j'ai fait un burn-out, c'est juste que je suis un peu débordée, que j'arrive plus à faire face. Je suis un peu débordée. Vous voyez un petit peu? Donc en fait, un mot ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Donc l'idée, c'est de comprendre la réalité subjective de la personne. Si vous ne questionnez pas le métamodèle en tant qu'accompagnant, qu'est-ce qui se passe? Ou en tant que manager, ou en tant que parent? Eh bien, vous allez interpréter selon vos critères à vous. D'accord? Une personne qui vous dit « je suis angoissée ». Pour certaines personnes, angoissée, si je vous demande à vous, ça veut dire quoi être angoissé? Comment vous savez que vous êtes angoissé? Avoir des craintes. Pardon? Avoir des craintes. J'ai des craintes. Tu vois, déjà, des craintes, pour moi, ça n'a pas le même impact. Une boule au ventre. Pour certains, c'est une boule au ventre. Pour certains, c'est le cœur qui bat. Et pour certains, j'ai juste un petit truc là. Et pour d'autres, je ne peux plus sortir de chez moi. Vous voyez un petit peu? Donc, je vais avoir besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire angoissé pour la personne. Vous êtes OK? Donc, le métamodèle va nous permettre, de mieux comprendre la réalité subjective de ce que vit la personne, comment elle se construit sa réalité, comment elle interprète les choses. Et puis, ça va permettre aussi
à moi, en tant qu'accompagnant, de ne pas être à côté de la plaque. C'est-à-dire de répondre vraiment, de comprendre vraiment c'est quoi sa réalité et pas de coller mon modèle sur son modèle. Vous êtes d'accord? C'est pour ça que le métamodèle est très important. Donc en fait, je vais questionner le métamodèle pour comprendre tout ça, parce que la personne, elle ne va pas exprimer tout. Heureusement qu'elle exprime tout, qu'elle n'exprime pas tout. La personne, elle a une réalité, elle vit une réalité, et sur cette réalité, quand elle va vous parler aussi, elle va faire des omissions. Elle va vous dire, par exemple, je suis triste, mais elle ne va pas vous dire qu'est-ce qui fait qu'il est triste, qu'est-ce qu'elle ressent profondément, les liens avec son passé, etc. On est d'accord. Elle va faire parfois des généralisations. On en fait tous, on est d'accord, on fait tous des transgressions du métamodèle. Elle ne va pas vous détailler comment elle ouvre une porte. Elle ouvre une porte et puis c'est tout. D'accord? Et elle va faire des distorsions. Et on en fait tous, tous les jours. D'accord? Donc vous, votre job, c'est d'être Sherlock Holmes et vous considérez que vous êtes comme des extraterrestres, que vous ne comprenez pas le français, pour être sûr de comprendre la réalité subjective de la personne. Ça va? Heureusement qu'on n'est pas obligé de tout détailler pendant 1 heure quand on explique quelque chose. Heureusement qu'on fait tout ça. Les omissions, ça permet d'être plus rapide, ça permet de ne pas noyer les personnes, c'est utile. Les distorsions, ça permet la créativité. Les généralisations, c'est pareil, ça va permettre de faire plus simple. Notre cerveau nous veut du bien à la base. Sauf que parfois. Maintenant, quels sont les différents types de violations du métamodèle? On a vu ici que globalement, on fait des omissions, des distorsions, des généralisations. Vous vous rappelez de ça? Oui. Eh bien, le livre sur le métamodèle de référence, le premier livre, c'est La structure de la magie de Bandler et Grinder. D'ailleurs, c'est le premier truc en PNL. L'idée, c'est qu'ils ont essayé de décoder les transgressions du métamodèle. Parfois, vous avez des personnes qui font des omissions. Dans les omissions, c'est globalement quand la personne ne va pas être assez précise dans ce qu'elle dit. Pour faire très simple. Ok? Et on va voir qu'on a différents types d'omissions. Parfois, la personne fait des distorsions. C'est-à-dire qu'elle va donner du sens à quelque chose selon ses expériences passées, en général. Là, on est plutôt dans la distorsion. Et parfois, la personne fait des généralisations, c'est-à-dire qu'elle va mettre tout le monde dans le même panier, où elle va généraliser les choses. Vous êtes OK? Oui. Donc vous, votre job, dans une conversation, et je pense que si tout le monde utilisait le métamodèle, ça nous faciliterait la vie, mais pas tout le temps. On utilise le métamodèle quand on a un objectif, quand on est dans une situation de management, quand on est en train de comprendre une personne, quand on est dans une négociation, quand on veut vraiment comprendre ce qui se passe dans la conversation. Si vous utilisez le métamodèle à l'apéro, vous n'aurez plus d'amis. Vous êtes d'accord? Et on ne va pas questionner non plus toutes les questions du métamodèle. Parce que quand je fais une phrase, je pourrais questionner chaque mot de la phrase. Ce n'est pas du tout ce qu'on vous demande de faire. Parfois, on fait des omissions simples. On va dire, dans ce cas, ce sera intéressant de retrouver le contexte. Je vais vous donner quelques exemples. Où est-ce que j'ai mis mes omissions? Hop, hop. Omission simple, par exemple. Mon père était en colère. Est-ce que vous avez assez d'informations pour comprendre vraiment ce qui se passe? Oui ou non? Non. Alors, comment il était en colère? En colère à propos de quoi? Dans ce cas, je vais essayer de retrouver le contexte. D'accord? Alors là, effectivement, la difficulté, c'est que je vous donne une phrase toute seule. Mais bien sûr, souvent, les phrases sont dans un contexte. C'était mieux, il se débrouille, c'était mieux avant, par exemple. Donc là, on a une omission sur la comparaison, vous vous rappelez? Oui. Donc, quelle question vous posez? C'était mieux que quoi et mieux avant quoi?
Vous êtes d'accord? Oui. Parce qu'il vous manque quelque chose. On a parfois les verbes non spécifiques. D'accord? Il m'a rejeté. Est-ce que vous pouvez vous faire une image concrète de quelqu'un qui est rejeté? J'ai besoin de comprendre comment spécifiquement il t'a rejeté. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour te rejeter? Vous êtes d'accord? Oui. J'ai besoin de pouvoir visualiser le truc. Ok? Je fais très simple, hein. C'est vraiment une synthèse. Hein. Vous avez déjà vu ça dans le détail, on va y revenir. Et parfois, on peut faire des nominalisations. La communication est mauvaise. Par exemple, nominalisation. Je cherche les critères. Qu'est-ce qui te fait dire que la communication, à quoi tu vois, à quoi tu entends concrètement, qui te fait dire que la communication est mauvaise? Donc vous voyez que dans toutes les gammes des omissions, il me manque quelque chose pour comprendre. Donc je vais questionner pour essayer d'avoir une idée précise de ce qui se passe. Et vous allez voir que on en fait plein des omissions, on en fait tous. Et quand vous êtes en posture d'accompagnement ou dans certaines situations, ça va être important de comprendre. D'accord? Quelqu'un vous dit par exemple « je suis dépressif ». Est-ce que c'est clair pour vous? Non. Qu'est-ce que vous allez poser comme question? Qu'est-ce qu'elle entend par Qu'est-ce que ça veut dire être dépressif? Comment tu te sens? Comment ça se manifeste ta dépression? À quoi tu vois que tu es dépressif? D'accord? En même temps, je recadrerai, tu vis une dépression, tu n'es pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas d'identité. Donc, vous voyez, vous avez plein de questions à poser. Il est hors de question d'avaler ce que dit la personne comme ça. Vous avez besoin de vous faire une idée précise. D'accord? Ça a un double impact. En faisant préciser pour comprendre pour vous, la personne se comprend mieux aussi, puisqu'elle va décrire ce qui se passe et elle va aussi mieux comprendre. D'accord? Je veux aller mieux. Qu'est-ce que vous allez dire? Aller mieux que quoi? Aller mieux, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi pour toi aller mieux? Par rapport à Voilà, à quoi tu verras concrètement que tu vas mieux. À quoi concrètement, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Et là, on a par exemple la question miracle de Steve de Chazer qui est intéressante. Concrètement, imagine tu dors cette nuit, un miracle se passe, tu te réveilles demain matin et ton problème est réglé. À quoi concrètement dans ta vie de tous les jours tu vois que tu vois mieux? Donc ça, je fais une digression, on n'est plus dans le métamodèle, mais ça vous donne une idée. J'ai besoin d'avoir des critères précis. Ça va? Les distorsions. Vous avez des personnes qui font des présuppositions. Présupposition, c'est ça va aller de pire en pire. Voilà. Alors, à l'intérieur de ma phrase, ça va aller de pire en pire, il y a plusieurs discrétions du métamodèle. Parce que ça, on ne sait pas ce que c'est. Donc là-dessus, c'est une omission. Aller de pire en pire. Pire en pire que quoi? On a aussi du comparatif. Et surtout, on a une présupposition. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Aller, Ouais. c'est un verbe non spécifique, toi? Aller. Ça va aller de pire en pire. Non, on n'est pas dans le verbe non spécifique, c'est autre chose. Vous êtes d'accord? Présupposition, le Covid va revenir. Ok. Concrètement, qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment tu sais? Je vais chercher dans ce cas à retrouver des infos, des bases, des faits. En fait, le métamodèle, c'est pas si compliqué que ça, c'est même très logique. Et il y a beaucoup de questions que vous posez déjà très spontanément. D'accord? Et il y en a aussi qu'on oublie. Les lectures de pensée. La lecture de pensée, bah tiens, Alix, elle ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas, Alix. Qu'est-ce que vous allez me poser comme question? Qu'est-ce qui te fait dire? Qu'est-ce qui te fait dire qu'Alix ne t'aime pas? Eh bien, j'ai bien vu, elle me regarde. Quand elle me regarde, elle ne me regarde pas dans les yeux. Et là, vous répondez quoi? En quoi ne pas te regarder dans les yeux? En quoi le fait de ne pas regarder veut dire qu'elle ne t'aime pas? Parce que là, du coup, je suis arrivée sur quoi? Je suis arrivée sur une équivalence complexe. Je suis arrivée à une équivalence complexe, c'est-à-dire un fait avec plus une interprétation. Vous voyez qu'on va jongler avec le métamodèle. Vous êtes d'accord? Oui. Maintenant, si je dis, eh bien, Alix m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit, toi, Tania, je t'aime pas. Est-ce que c'était une lecture de pensée? Non, c'est un fait. Oui. J'ai mon information, je sais que c'est pas une lecture de pensée. Tu m'aimes, Alix? D'accord, merci. Vous êtes d'accord? Cause à effet,
c'est quand la personne lit deux faits. Et je vais chercher le lien entre les deux. Équivalence connexe, c'est quand la personne dit un fait et elle ajoute une présupposition. D'accord? Elle me regarde dans les yeux en regardant vers le bas. Ça veut dire qu'elle ne m'aime pas. J'ai un fait concret, elle me regarde dans les yeux en regardant vers le bas, et j'ai une lecture de pensée, ça veut dire qu'elle ne m'aime pas. Donc là, je suis dans une équivalence complexe. Et là, ce sera en quoi le fait que elle te regarde vers le bas veut dire qu'elle ne t'aime pas. Peut-être ça veut dire qu'elle a une phobie sociale. On est d'accord? Donc je vais essayer de comprendre. C'est pas remettre en question ce que dit la personne, c'est essayer de comprendre. D'accord? Le cause à effet, alors la cause à effet, que je vous donne un exemple, cause à effet. Je vois qu'il y a beaucoup de voitures qui passent là, ça va être embouteillé pour aller au bord du lac. D'accord? Un fait, un autre fait. C'est embouteillé au bord du lac. D'accord? Quel lien tu fais entre le fait qu'ici, là, il y a des voitures qui passent et le fait que ce soit embouteillé au bord du lac? Ici et là-bas, ce n'est pas le même endroit. J'essaie de déconstruire. Là, quand je vous le dis comme ça n'a pas beaucoup de sens, parce que c'est des choses qui sont sans importance, ce que je vous dis. Mais quand vous êtes dans une conversation où il y a un enjeu pour la personne avec des interprétations, vous avez vraiment besoin de comprendre. Et ça permet aussi, le métamodèle, de faire des recadrages. Des recadrages de sens et des recadrages de contexte. Ok? Généralisation simple, quantificateur. Et c'est toujours pareil, tu ne m'écoutes jamais. D'accord? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu entends par jamais? Est-ce que des fois... Jamais, est-ce que je t'écoute jamais? Alors, il y a des gens qui disent jamais en posant une question comme ça. Moi, je trouve ça un petit peu dur. C'est surtout, est-ce qu'il n'y a pas une fois où je t'ai écouté? D'accord? Alors ça, c'est une façon de... Mais je vous dis ça, mais dans une conversation, c'est peut-être pas ça qui sera intéressant de poser. Ce sera plutôt, là, tu as l'impression que je ne t'écoute jamais. D'accord? Je vous donne vraiment par rapport à la technique. Origine perdue, on ne coupe pas la tarte aux pommes, on ne fait pas la tarte aux pommes comme ça. Donc c'est quoi l'origine perdue? C'est on. Qui dit ça? Ma mère. Ok. Tu me dis que ta maman ne fait pas la tarte aux pommes comme ça. Ok. Je vous donne des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance. Hein. On ne peut pas prendre un traitement antidépressif. C'est pas bon pour la santé. Qui dit ça? Ma mère, elle en a pris pendant tant elle n'a jamais réussi à s'en passer. Vous voyez, je vais du coup essayer de comprendre le modèle du monde de la personne. Jugement de valeur, c'est bien ou c'est mal. C'est pas bien de manger du chocolat dès le matin au lever. En quoi c'est bien, en quoi c'est mal? C'est n'importe quoi, hein, vous êtes d'accord? Il y a une valeur dedans, derrière. Les opérateurs de modaux, on les entend à quoi, les opérateurs modaux? Il faut, on doit. Voilà, il faut, je dois, je peux, je veux. Et dans ce cas, quelle question on va poser? Qu'est-ce qui se passe si tu... Voilà, qu'est-ce qui se passait si tu le faisais quand même, ou qu'est-ce qui se passerait si tu ne le faisais pas? Ça va permettre d'ouvrir, et tout ça, toutes les questions que vous allez poser, ça va permettre de savoir deux choses. Est-ce que c'est un fait ou une interprétation? Est-ce que c'est factuel ou est-ce que c'est une interprétation? Et ça va permettre souvent de remonter à l'expérience de la personne, ses croyances limitantes, ses valeurs, ses expériences et ses expériences même au niveau du VACOG, c'est-à-dire enregistrées dans sa tête. Ça va pour tout le monde? Donc le métamodèle, vous allez l'intégrer progressivement. À partir de maintenant, c'est dans tout l'exercice que vous faites. Et effectivement, dans une phrase, on peut avoir plusieurs violations du métamodèle. Vous êtes OK? On ne va pas forcément tout questionner. On va questionner en fonction de ce qui nous intéresse. Vous avez eu, dès les bases, un conseil pour éviter vos propres violations du métamodèle. Je vous ai dit, quand vous avez un état interne, là, vous vous sentez mal à propos d'une situation, votre réflexe à vous, c'est de dire stop,
Je ne sais rien, je ne crois rien, je ne pense rien. Je me concentre sur les faits, ce qui est factuel, et je questionne. Ça veut dire, j'évite de faire des interprétations, ce qui est quand même fait partie de la nature humaine. J'évite donc des omissions, des distorsions et des généralisations, pour moi. Puisque des transgressions du métamodèle, on en fait nous, et les personnes qu'on va accompagner en font aussi, bien entendu. Comme c'est comme ça que fonctionne l'être humain, eh bien, on utilise cet outil pour essayer de comprendre au mieux la réalité subjective de la personne. Ça va ? Alors, je vais vous poser quelques questions et vous allez me dire quelles questions vous poseriez. Voilà. Si vous entendez par exemple « mes collègues me harcèlent », voilà, quelqu'un vient vous voir en disant « quelles questions on pourrait poser là-dessus » Alors, juste un par un. Donc, mes collègues harcèlent, c'est vrai qu'on pourrait poser plusieurs questions. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de ce que je veux obtenir. Alors, mes collègues me harcèlent, c'est une... Ça peut être une généralisation. Ok. Quand tu dis tes collègues te harcèlent, de qui parles-tu spécifiquement? D'accord? Quels collègues te harcèlent? C'est qui tes collègues? Est-ce que c'est tous tes collègues? Quels collègues spécifiquement? Ensuite, me harcèle, c'est un verbe non spécifique. Voilà, comment, de quelle manière il te harcèle spécifiquement. Et il y a un truc qui marche très bien, c'est donne-moi un exemple. D'accord? D'accord. Donne-moi un exemple concret. Ok? Et parfois vous vous rendrez compte que c'est factuel, et parfois vous vous rendrez compte que c'est interprété. D'accord? Si vous tombez sur quelqu'un qui a une personnalité paranoïde, il va penser que tout le monde le harcèle. Donc il vous faut des faits concrets. Mais en tout cas, vous comprenez le modèle du monde de la personne. Ça va? Oui. Je fais un burn-out. Alors, qu'est-ce qui te fait dire que tu fais un burn-out? Eh bien, alors je vais répondre. Qu'est-ce qui te fait dire? Eh bien, j'arrive plus à gérer mon travail, je suis complètement débordée. Quand j'arrive au bureau, je ne sais plus par quoi commencer. Qu'est-ce que c'est un burn-out? Est-ce que tu me décris? Alors là, débordé, donc si je discute avec quelqu'un, avant tout, rappelez-vous, je reformule. Ce que tu me dis, c'est que quand tu arrives au bureau, tu es débordé, tu n'arrives plus à déborder et tu penses que c'est un burn-out. D'accord? Je suis toujours bienveillant avec les personnes, on est d'accord, et j'accepte tout ça. Maintenant, comment tu sais que c'est un burn-out? D'accord? Qu'est-ce que c'est pour toi un burn-out? Quels sont les symptômes pour toi du burn-out? Est-ce que ça a été diagnostiqué par un médecin? Qu'est-ce qui te met le critère burn-out, etc., etc. Vous êtes d'accord? Oui. Donne-moi des exemples concrets qui te disent que... Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Mes enfants ne réussissent pas à l'école. Généralisation. Alors, mes enfants ne réussissent pas à l'école. C'est insuffisant. Alors, qu'est-ce que vous pouvez questionner là-dessus? Qu'est-ce qui réussit? Alors, vous voyez, alors on devrait apprendre, en fait, on devrait apprendre le métamodèle quand on est au collège et qu'on doit faire des dissertations. Parce que sur une phrase, on peut y passer 1 heure. C'est pas ce qu'on va faire dans la réalité, on est bien d'accord. Alors, mes enfants ne réussissent pas à l'école. Qu'est-ce que tu entends par réussir? Qu'est-ce qui vous manque? Déjà, réussir, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi réussir? Eh bien, ils n'ont que 17 sur 20, ils n'ont pas 20 sur 20. J'exagère, hein? D'accord? Ça peut être ça, hein? Toutes les matières. Alors, ça veut dire quoi réussir? D'accord? Réussir pour toi, c'est quoi? C'est quoi tes critères? Mes enfants. Lesquels? Tous? Quels enfants? D'accord, ils ont quel âge, qu'est-ce qu'ils font, etc., etc. C'est quoi réussir, pourquoi? Est-ce qu'ils réussissent dans d'autres domaines? Après, on peut poser plein de questions. Vous êtes d'accord? Oui. Mais vous voyez que si on se jette sur le truc comme ça, vous risquez de prendre vos critères d'un enfant qui ne réussit pas à l'école, selon vos critères, et vous allez être dans l'accompagnement à côté de la plaque. D'accord? Oui. On nous prend pour des imbéciles. C'est une généralisation. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait poser là-dessus? On, c'est qui? Le gouvernement. C'est qui le gouvernement? C'est qui le gouvernement? Ouais. Etc.
Après, qu'est-ce que vous posez comme question? Qu'est-ce que tu appelles imbécile? Moi, qu'est-ce que tu appelles Alors, imbécile? qu'est-ce que tu appelles imbécile? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Donne-moi un exemple. Je vous rappelle que c'est bien, c'est toujours pratique de dire « donne-moi un exemple concret ». Et à partir de l'exemple concret, où il y a des choses factuelles, où vous allez observer dans l'exemple concret peut-être des omissions qui vous feront rebondir sur une lecture de pensée, qui vous feront rebondir sur une présupposition, etc., etc., etc. L'idée du métamodèle, ce n'est pas d'embêter l'autre, c'est de mieux comprendre l'autre à la base, c'est de ne pas être dans votre perception à vous et avoir l'illusion de comprendre alors que vous êtes à côté de la plaque, d'accord ? Ça permet aussi de faire des recadrages de sens, des recadrages de contexte, et ça permet aussi, quand vous questionnez l'autre, qu'elle prenne conscience, les gens prennent conscience quand ils ont en fait ce type de questionnement. C'est pour ça que c'est parfois très désagréable à vivre pour les autres. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas utiliser le métamodèle tout le temps, sinon on n'a plus d'amis. Voilà. Par contre, sachez aussi que le métamodèle est utilisé par exemple par Jean Dupré, qui est hypnothérapeute, qui vient aussi donner des cours ici, dans l'hypnose conversationnelle. Parce que quand on vous pose une question à laquelle vous n'avez pas réfléchi, qui est un peu en mode automatique, on ne fait pas ça comme ça, qui dit ça, mais en fait j'en sais rien, eh bien ça fait un petit bug dans le cerveau. Et à ce moment-là, ça déstabilise et c'est le moment où on peut passer une suggestion hypnotique. Donc vous voyez la puissance du métamodèle. D'accord ? Et je pense que c'est vraiment quelque chose que vous allez intégrer progressivement. Et quand on utilise cette forme linguistique, quand on sait questionner, eh bien, ça permet d'être mieux, de mieux comprendre les autres et d'être plus efficace tout simplement. Et parfois d'éviter les conflits, d'éviter les situations ou les escalades, parce qu'on est parti d'un truc qui n'existe pas. Le début des conflits, c'est souvent une incompréhension, ou des lectures de pensée, ou des rumeurs, ou des trucs, etc. Là, vraiment, c'est un outil qui va vous permettre de balayer tout ça. Alors, ce qui est important aussi, c'est quand on utilise cet outil de questionnement, il faut le faire avec beaucoup de douceur. Rappelez-vous, le ton est plus important que les mots que j'utilise. Si vous utilisez le métamodèle avec un ton sec, c'est le questionnement de la Gestapo. Vous n'allez pas avoir d'amis. Donc plus vous cherchez à comprendre, plus vous êtes vraiment dans l'intention de comprendre. Donc le ton de votre voix est super important et il doit être dans l'intention de comprendre. D'accord ? Et vous allez voir qu'il y a déjà des choses que vous faites tout à fait naturellement. Ça marche ?